Les cartes blanches de l'INP. Alors, je vais commencer par vous présenter Christophe Boltanski. Donc, vous avez été journaliste au journal Libération, pour lequel vous avez été correspondant pendant presque 10 ans à Jérusalem puis à Londres. Vous avez dirigé le service étranger du journal, puis vous avez rejoint en 2007 le Nouvel Observateur. En 2010, vous avez gagné le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre pour un reportage sur une mine au Congo dans la région du Nord Kivu, qui s'appelait Les mineurs de l'enfer. Et vous êtes l'auteur aux éditions Stock, donc de King Kassai, mais également de La Cache, qui a été prix féminin en 2015, du Guetteur en 2018 et David Jacob en 2021. Donc, comme l'a rappelé le directeur de l'INP, Charles Persona, nous avons souhaité vous inviter pour parler plus particulièrement de cet ouvrage King Kassai, qui figure dans la collection Ma nuit au musée des éditions Stock. Le principe de cette collection est d'inviter un auteur à passer une nuit dans un musée de son choix et d'écrire ensuite un texte sur cette expérience qui peut donc produire ensuite un texte à la fois poétique, philosophique, esthétique ou parfois avec aussi des éléments historiques. C'est donc une expérience sensible et personnelle, un témoignage aussi, et un regard sur des œuvres, sur un artiste ou un moment d'histoire, comme c'est le cas pour King Kassai. Donc, dans King Kassai, vous avez passé une nuit en 2020 à l'Africa Museum de Tervuren, près de Bruxelles, en Belgique. Vous livrez au lecteur le récit de votre expérience nocturne, une expérience sensible et personnelle, et également un retour historique sur une histoire violente. Avez-vous tout de suite pensé au musée de Tervuren ou aviez-vous d'autres options ou d'autres envies ? D'abord, bonsoir et merci beaucoup de m'inviter. Je suis extrêmement flatté d'être parmi vous et un peu intimidé de parler patrimoine devant une telle assistance. Mais d'abord, je voulais effectivement écrire dans cette collection parce que l'idée d'être enfermé dans un lieu, en l'occurrence un musée, pendant toute une nuit me séduisait particulièrement parce que je pense que mes livres précédents, comme écrivain, non pas comme journaliste, ont ça en commun. C'est-à-dire que c'est des histoires qui ont à chaque fois un lien qui est raconter une histoire d'enfermement. Et dans mon premier livre qui avait eu donc un prix, c'est La Cache, je racontais comment la maison où j'ai grandi et où mon grand-père et qui a servi de refuge à mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je racontais cette maison. Dans le second, c'était plutôt sur ma mère recluse qui était elle convaincue que ses voisins l'espionnaient. Et le troisième, Lévi Jacob, c'est un homme qui passe sa vie dans des cabines de photomatons. Donc voilà. Donc pour moi en fait je suis assez fasciné par les maisons et par les lieux clos et leur lien avec la mémoire. Donc je crois je sais plus qui a dit que la maison avait été créée par les êtres humains pour entretenir leur mémoire. Et d'ailleurs je crois que c'était les Grecs qui avaient développé toute une conception de la mémoire étroitement associée à un lieu fermé, avec cette idée que c'est l'organisation des images dans un lieu, la disposition des choses qui permettent justement à la mémoire de faire son œuvre. Donc et pour moi, Tervuren, donc les musées sont a priori des musées de la mémoire avant tout. Et pour moi, Tervuren était plutôt une maison liée à un musée, disons, lié à l'oubli. Il y avait quelque chose dans ce lieu qui voulait toujours se détacher de ce passé un peu encombrant. Donc c'est un musée d'abord qui a passé son temps à changer de nom, qui s'est appelé à l'origine le musée du Congo, puis après le musée du Congo belge, puis après le musée royal d'Afrique centrale, et enfin l'Africa Museum. Et donc, au gré des soubresauts de l'histoire, d'abord c'était
le Congo était une colonie personnelle du roi Léopold II. Ensuite, c'est devenu une colonie belge. Et enfin, en 1960, le Congo a accédé à l'indépendance. Et l'autre raison qui m'ont... donc, il y avait d'abord cette idée de passer une nuit dans un musée. Là, j'avais effectivement proposé deux lieux. Le premier, c'était Tervuren, et le second, c'était la maison de Victor Hugo à Guernsey, comment s'appelle-t-elle, Hauteville House. Parce que les deux lieux avaient en commun, je pense, d'être un peu des maisons hantées. Et effectivement, j'avais envie, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui a à voir aussi avec l'écriture. Les écrivains sont un peu tous des gens qui traquent les fantômes, hein, à leur façon. Donc, j'avais aussi envie de m'affronter à ces fantômes. Et finalement, le choix a porté plutôt sur Tervuren. D'abord, c'était le Covid et Guernsey et Jersey, enfin les îles anglo-normandes, étaient quasiment barricadées et pratiquement impossible d'accès pendant plusieurs mois, ce qui n'était pas le cas de la Belgique. Et puis aussi, c'était l'été qui avait suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Vous savez, ce jeune noir qui a été tué par des policiers à Minneapolis, à la suite de quoi il y avait eu des manifestations un peu partout dans le monde, et des dizaines et des dizaines de statues avaient été déboulonnées, vandalisées, et donc la question de tout cet enjeu mémoriel autour de ces statues coloniales était devenue vraiment d'actualité, et c'était une raison supplémentaire que j'avais envie, qui m'a poussé à aller dans ce musée-là. Est-ce que vous aviez déjà une expérience personnelle de ce musée? Vous le connaissiez? Alors en fait, je le connaissais parce que j'avais écrit 10 ans plus tôt un livre qui était plus un essai que vous avez cité, qui s'appelle Minerai de sang, où en fait, à propos d'une guerre sans fin qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans l'est du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Kivu, et donc il y a toutes sortes de groupes armés qui s'affrontent, mais un des enjeux de cette guerre, et c'est devenu à la fois le nerf et l'enjeu de la guerre, sont des minerais et des mines. Et donc je m'étais rendu dans une de ces mines, dans le territoire du Walikale, difficile d'accès parce qu'il n'y a pas de route, donc il fallait marcher. Ensuite, c'est des creuseurs artisanaux, donc il fallait descendre dans des galeries qui avaient été creusées à main nue, et c'était assez compliqué. Et après cela, j'avais voulu consulter des archives sur des archives minières, des archives sur la géologie de la région, etc. Et toutes les archives du Congo, depuis 1960, sont à Tervuren. Les Belges, au moment de l'indépendance, sont partis absolument avec tout, avec les cadastres, avec les relevés topographiques, les photos aériennes, les carottages de minerais. Et tout ça se trouve sous ce musée qui est impressionnant, qui est très grand, qui est effectivement une copie du Petit Palais, mais en beaucoup plus grand, dans un parc. Et sous ce musée, vous avez à peu près 17 kilomètres d'archives. Et donc j'avais pu à cette occasion accéder à certaines de ces archives, ce qui était un peu compliqué. Et une de mes amies qui travaillait dans ce musée m'avait aussi fait visiter les lieux et raconter des choses. Et ce lieu était très très étrange parce que le musée n'avait quasiment pas changé depuis son inauguration en 1910. Donc c'était vraiment un musée colonial avec tout à la gloire de ceux qui avaient participé à la conquête, des généraux, des soldats. Il y avait même une mitrailleuse qui était exposée comme ça dans une vitrine. Et quand j'ai appris que ce musée avait fermé pour travaux et pour être en principe décolonisé, je me suis demandé mais comment ils allaient pouvoir procéder. Et c'était aussi une autre raison qui m'a fait choisir ce musée. Et dans ce cas, pourquoi ne pas avoir choisi un musée français pour parler de cette histoire coloniale? Est-ce que c'était pour prendre de la distance par rapport à notre histoire également? Alors, je pense que... mais vous avez tout à fait raison, c'est vrai, hein, j'aurais pu effectivement aller... Mais où?
au musée de l'immigration. Alors vous avez effectivement des fresques coloniales, donc ce qui était l'ancien musée des colonies, qui est devenu ensuite le musée des arts africains et océaniens, et maintenant le musée de l'immigration. Vous avez le musée. Alors les collections d'ailleurs de ce musée sont maintenant plutôt au Quai Branly, si je ne m'abuse, et vous avez effectivement le musée du Quai Branly, mais Tervuren est plus intéressant dans la mesure où, effectivement, tous ces musées-là, en fait, ont connu à peu près la même évolution. Et en 3 phases, en gros. Il y a eu d'abord un musée colonial, ensuite un musée ethnographique, et enfin un musée qui se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler un musée des beaux-arts. Avec cette idée aussi, ce qui traduit toujours, je pense, un certain embarras, en fait, parce que je crois que c'est Walter Benjamin qui disait, voilà, la beauté, c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur, donc c'est universel, ça n'a pas de passé, et ça permet effectivement d'éviter des questions parfois délicates. Donc, ce qui est la caractéristique de Tervuren, c'est de n'avoir choisi aucune de ces options. C'est rester à la fois. Il y a encore des éléments du musée colonial, mais de nombreux éléments, on pourra en discuter, mais aussi du musée ethnographique, mais aussi du musée d'histoire naturelle, et enfin une tentative d'en faire effectivement un musée des beaux-arts. Alors, avant même l'entrée dans le musée, vous racontez que vous découvrez ou redécouvrez, peut-être parce que vous les connaissiez, des stèles dans le village au pied de l'église. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elles représentent ? En fait, quand j'étais rendu à Tervuren 10 ans plus tôt, cette amie en question qui m'avait servi de guide, la première chose qu'elle m'a montré, ce sont ces tombes. Il y avait donc dans le village, mais qui se trouve à peu près à 2 km du musée, une église. Et au pied de cette église, le long de la nef, vous avez 7 tombes grises, identiques, et avec des noms qui étaient inscrits dessus, mais rendus un peu illisibles avec le temps. Et il n'y avait aucun élément explicatif. Et elle m'avait donc raconté l'histoire de ces tombes qui renvoie donc en fait à la première, à la préhistoire de ce musée, à une exposition universelle de Bruxelles en 1897. Et à cette occasion, le roi Léopold II voulait justement vendre son Congo à ces sujets, parce que les Belges ne se bousculaient pas pour s'y rendre. Et donc, on avait dressé à l'intérieur du parc un zoo humain. Et avec donc des 3 villages qui avaient été reconstitués, et on avait fait venir de force 267 Congolais qui avaient été pris dans différentes régions du Congo. Et ça avait eu un succès immense, ça avait drainé, je crois, à peu près 1,8 million de visiteurs. Enfin, sauf que c'était un été particulièrement froid et humide, et donc les Congolais sont tombés malades, très nombreux, et parmi eux 7 sont morts, et c'est donc les tombes correspondent à ces 7 personnes décédées, mais sauf que c'est des tombes qui sont vides, ce sont des cénotaphes, parce qu'en fait quand ils sont morts, ils ont la paroisse de Tervuren a refusé qu'ils soient inhumés dans le cimetière du village, et donc ils ont été jetés dans une fosse commune quelque part dans le parc, et ce n'est que dans les années 30, comme il y avait parmi eux des soldats de la force publique, la milice coloniale, leurs compagnons d'armes ont demandé à ce qu'il y ait quand même des tombes qui leur rendent hommage, et donc c'est à ce moment-là que ces tombes ont été posées. Mais donc, ce qui était incroyable, et ça, c'est que quand je m'étais rendu sur place, il n'y avait aucun élément explicatif. Donc, on voyait ces tombes, mais la plupart des gens, à l'époque, ça a beaucoup changé depuis, ignoraient l'histoire de ces tombes. Et en revanche, en 2018, le musée, après cette restauration, a fait apposer une plaque, et donc ça fait partie d'une certaine manière du parcours du musée, mais sans préciser qu'il s'agit de tombes vides. En fait, cet élément-là, quand même un élément à mon sens important, ne figure nulle part. Alors, vous avez intitulé votre livre King Kassai, donc c'est le nom d'un éléphant empaillé qui a été longtemps le symbole du musée. Qui était King Kassai ?
Alors, en fait, juste pour comprendre comment se passe cette nuit, j'ai fait une erreur, mais qui m'a été finalement assez utile. C'est que je n'avais pas du tout anticipé le fait que le musée serait plongé totalement dans l'obscurité. Et donc, je n'avais pas pris avec moi de lampe torche. Je n'avais que mon téléphone portable, l'iPhone avec la fonction torche, mais qui est quand même un faisceau assez faible. Et ça a évidemment eu un impact sur mon regard sur les choses. C'est-à-dire que avec un petit iPhone, vous ne voyez que des détails. Vous ne voyez que des objets particuliers. Vous ne voyez pas la scénographie du musée. Vous ne voyez pas la mise en scène, vous ne voyez pas l'itinéraire fléché. Et donc, ça vous amène forcément à... Ça modifie le récit qui est déployé devant vous. Vous vous intéressez à des histoires singulières, ça devient forcément plus sombre et plus caché. Et donc, j'ai visité ce musée dans ce contexte-là. Et évidemment, en accordant sans doute une importance plus grande à ce qui m'impressionnait. Et il y a beaucoup de choses qui impressionnent dans ce musée. Donc il y a beaucoup d'animaux empaillés, naturalisés, mais qui ont été naturalisés pour la plupart dans des postures assez agressives. Quand vous croisez un lion ou un tigre ou une panthère dans un zoo, il vous paraît en général plutôt inoffensif. Au musée Tervuren, il est forcément figé avec les babines retroussées, les crocs sortis, sur le point de bondir sur vous. Et donc, voilà, tout est fait pour un petit peu vous faire peur. Et a fortiori de nuit avec une petite lampe torche. Et je vais... Donc, j'ai peut-être dans le livre accordé une importance encore plus grande aux animaux dans ce musée et donc à la chasse, puisque beaucoup de ces animaux avaient été chassés, souvent à la demande du musée. Et j'avais demandé à ce que mon lit de camp, parce que quand vous passez une nuit dans un musée, vous avez droit à un lit de camp, soit disposé devant une des pièces emblématiques du musée, qui est un immense éléphant qui a été donc chassé à la demande du musée avant 1958, avant l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Et donc voilà, donc j'ai passé et qui a été tué dans une région, donc la province du Kasaï, et qui s'appelait donc King Kasaï, ce qui donne le nom au livre. Alors, vous décrivez ensuite votre entrée dans le musée comme un trajet, comme celui que fait le personnage de Marlowe dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. La remontée inquiétante d'un fleuve jusqu'à la découverte brutale de la réalité meurtrière de la colonisation. Vous parlez d'ailleurs de folie meurtrière. Vous décrivez la violence, l'excès de la domination coloniale. Est-ce que c'était le projet de ce texte, en fait, de montrer, à travers un récit inquiétant, une histoire meurtrière et violente ? Je ne sais pas si c'était le projet, ça s'est venu un peu comme ça au fil de l'eau, justement. Hein. Mais effectivement, quand vous passez beaucoup de temps devant qui que ce soit, vous posez plein de questions sur cette personne, il y a même quelque chose qui relève presque de l'identification. Et donc, je me suis intéressé très vite à l'éléphant et aussi à celui qui l'avait chassé. Et j'avais emmené avec moi Au cœur des ténèbres de Conrad, et qui donc effectivement raconte Conrad lui-même a commandé un bateau, un vapeur, le roi des Belges, sur le fleuve Congo en 1890, et il s'est appuyé sur cette expérience pour raconter cette histoire absolument terrifiante d'un autre capitaine, Marlowe, qui lui part à la recherche d'un agent commercial, un très bon agent commercial qui collecte plus d'ivoire que tous les autres agents réunis, mais qui ne donne plus aucun signe de vie, et un certain Kurtz. Et il s'aperçoit après que ce Kurtz est devenu complètement fou et est devenu un tueur sanguinaire. Et donc j'avais moi aussi sentiment durant cette nuit de remonter quelque chose de diluvien, voilà, de remonter dans le temps, de quelque chose qui résiste. Et donc j'avais aussi envie, moi,
donné un Kurz à retrouver, et qui est donc je raconte effectivement l'histoire de ce chasseur. Et quand je me suis plongé dans l'histoire de ce chasseur, j'ai découvert avec stupéfaction que son histoire à lui, et surtout l'histoire de toute sa famille, était étroitement associée à l'histoire du Congo, que je ne savais pas avant de commencer, mais puisqu'il a un ancêtre qui a participé à la conquête du Congo. 10 ans après, il y a encore un autre. Ce sont tous des chevaliers, petite noblesse belge, et qui se succèdent comme ça tous les 10-20 ans au Congo jusqu'à mon chasseur. Enfin, avant lui, il y a donc quelqu'un qui travaille pour une des sociétés concessionnaires qui exploitait le caoutchouc, et on va peut-être en parler, mais exploitation qui s'est accompagnée d'exactions absolument épouvantables. Et à la fin, il y a un autre chevalier qui, lui, était mercenaire après l'indépendance. Vous savez, les Belges ont voulu, enfin les compagnies minières en particulier, ont voulu conserver la main sur la province la plus riche, qui était le Katanga, et donc ont suscité la sécession du Katanga. Mais comme le Katanga n'avait pas d'armée, ils ont créé une armée de toutes pièces avec des mercenaires blancs, et mon chevalier était l'un des commandants de ces mercenaires blancs. Voilà. Donc ça permettait effectivement de raconter toute cette histoire. Alors, dans votre récit, vous êtes assez critique justement du récit qui est fait dans ce musée de l'histoire des collections et de l'histoire coloniale. Pourquoi, selon vous, les objets exposés et la manière dont ils sont exposés au moment de votre visite ne permet pas de rendre compte de manière fidèle et exhaustive l'histoire de ces objets ? Je pense qu'il y a à la fois une volonté de faire évoluer ce musée, de gommer les aspects les plus choquants, mais aussi de ménager toutes les susceptibilités. Et donc on imagine que les compromis en général ne satisfont jamais personne, ce qui est le cas, à moins apparemment, et ça donne un résultat très très étrange en fait, parce que d'abord je pense que, enfin ça je le sais, au moment où il restaure ce musée, le projet initial ne prévoit pas de salle historique. Il y avait l'idée vraiment de tirer un trait sur le passé et de faire un petit peu le musée du Quai Branly. Et puis, quand même, des voix sont élevées, et donc ils ont finalement ménagé un espace, mais extrêmement restreint pour aborder cette immense histoire, et de façon avec beaucoup d'euphémismes. Par exemple, l'exploitation du caoutchouc, qui a été vraiment... qui s'est accompagnée de choses absolument atroces, parce que donc, c'est le travail forcé. Les gens devaient partir dans la forêt pour ramener du caoutchouc. Quand ils ne ramenaient pas suffisamment de caoutchouc, ils étaient tués par les sentinelles, qui étaient les sortes de milices qui travaillaient pour les sociétés concessionnaires. Et comme il fallait s'assurer que les balles avaient bien été utilisées, les sentinelles devaient ramener à chaque fois une main coupée. Donc il y a très vite des photos qui circulent, prises notamment par une missionnaire anglaise qui s'appelle Alice Seeley Harris, de ces paniers entiers de mains coupées. Qui vont quand même faire bouger l'opinion européenne et amener d'ailleurs le roi Léopold II à renoncer à sa colonie et en faire don au gouvernement belge. Mais donc cette histoire-là, elle est présente sans l'être dans le musée. Donc vous avez une salle dédiée à l'économie du Congo où on parle du caoutchouc. Et puis, mais les exactions que cette exploitation du caoutchouc a occasionnées sont à peine mentionnées dans la salle historique, sinon sur des écrans tactiles où il faut vraiment le vouloir, donc appuyer dessus pour voir enfin ces fameuses photos de Alice Seeley Harris. Donc, et tout est un petit peu comme ça. Le musée, évidemment, a tendance à faire porter toute la violence sur l'État indépendant du Congo, donc de la création du roi Léopold, et à considérer qu'une fois que c'est devenu une colonie belge normale, comme les autres, tout cela a pris fin, ce qui est historiquement faux. Le travail forcé a continué. Et donc voilà, il y a et puis, alors ça c'est aussi, ça il faut quand même raconter, c'est que ils ont déplacer certaines statues qui étaient les plus
associés à la colonisation, et notamment des bustes de généraux d'empire, voilà, avec le constellé de médailles, et aussi des plâtres d'indigènes, toujours représentés soit comme des enfants, soit comme des gens très, très agressifs avec des couteaux. Et ces statues-là ont été mises dans une cave au premier sous-sol. Le paradoxe étant que, en fait, maintenant on rentre par les souterrains. On accède dans ce musée par les caves. Et donc la première salle qu'on visite, c'est ce fameux cimetière de statues. Apparemment, ça a à nouveau changé depuis peu, mais quand moi j'ai passé cette nuit dans ce musée, c'était une des premières salles qu'on visitait. Et l'autre difficulté qu'ils ont eue, c'est que d'autres statues, qui sont des allégories, alors c'est la Belgique qui apporte la civilisation et la sécurité, la paix au Congo, le Congo étant toujours représenté par des enfants dénudés. Ces statues-là, qui sont des grandes allégories en bronze, étaient, parce qu'elles sont placées dans des niches, ont été considérées comme faisant partie des murs. Le bâtiment étant classé, elles n'ont pas pu être déplacées. Et ces statues-là se trouvaient dans l'entrée du musée, l'ancienne entrée qui était une rotonde. Donc vous imaginez donc le petit palais, un perron, une immense rotonde avec toutes ces statues. Avant, il y avait un buste du roi Léopold au milieu de cette rotonde. Et ces statues ne pouvant pas être déplacées, ils se sont dit on ne peut pas faire rentrer les visiteurs dans un musée décolonisé et qu'ils aient comme premier contact ces fameuses allégories. Donc ils ont imaginé un dispositif assez compliqué à mon sens, même si vous allez me dire on a fait la même chose avec la pyramide du Louvre, c'est-à-dire de prévoir une nouvelle entrée 100 mètres plus loin avec un bâtiment en verre sur pilotis, et là on descend sous terre à 20 mètres de profondeur en empruntant un escalier très, très pentu, et on emprunte ensuite un tunnel d'une centaine de mètres de long qui ressurgit à l'intérieur du musée. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir dans la mesure où moi, mon premier contact avec ce musée, c'était à propos de ces mines dans l'est du Congo, où j'étais descendu sous terre également. Et l'Afrique, depuis la colonisation, a été que trop souvent appréhendée verticalement, comme une terre à fouiller, comme ça a toujours été ces gisements, ces trésors cachés. On renvoie toujours l'Afrique à un ancêtre commun, à un socle, à une culture dite primitive. Voilà. Donc il y a toujours ce renvoi de l'Afrique aux profondeurs. Et donc de commencer cette visite par cet acte qui consiste à descendre sous terre, évidemment, ça me semblait symboliquement très, très fort. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que le symbole ait été pensé dans le projet, hein, mais en tout cas pour moi, il m'a sauté aux yeux. Alors donc vous regrettez une sorte de confusion, et donc il y a cette histoire qui est lacunaire, parfois édulcorée, cachée même derrière des voiles, puisque certaines statues sont aussi cachées. Il y a des voiles, oui, sur les allégories aujourd'hui. On dissimule cette histoire, et en même temps on ne voit que ça dans le musée. Donc finalement, comment est-il possible de décoloniser un musée ? Ça, je serais bien incapable d'apporter une réponse, mais surtout devant un pareil public, mais moi, le béotien que je suis, je me dis, ce qui m'a le plus surpris, c'est de réaliser qu'à cette occasion, alors qu'en France notamment, je crois qu'on a 12 000 musées, c'est ça ? Je ne sais plus combien de musées nationaux, soixantaine à peu près. Il n'y a pas un seul. On a des musées sur pratiquement tout, sur le sport, la porcelaine, sur toutes les périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, sauf sur l'histoire coloniale. Cette chose énorme sur laquelle, en gros, notre modernité est adossée, hein, depuis les grandes découvertes, ne fait l'objet d'aucun musée, pratiquement nulle part, hein, d'ailleurs. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ce musée, cet ancien musée colonial, peut-être qu'il aurait été plus utile, plus intéressant de le transformer en un musée de l'histoire coloniale.
plutôt que d'imaginer tous ces stratagèmes, ces euphémismes, toutes ces tentatives pour tourner autour, alors que l'éléphant est dans la pièce, c'est le cas de le dire. Donc, mais bon, je pense que vous avez certainement des idées beaucoup plus précises sur tout ça. Alors, finalement, à travers l'accumulation de toutes ces images, et parfois très violentes, comme les photos de mutilation dont vous parliez tout à l'heure, de mains coupées, et ces statues, cette architecture, est-ce que maladroitement, on ne parvient pas au but de ce rejet d'une histoire violente? C'était peut-être pas le projet au départ du musée, mais finalement, en cachant, en montrant, en tout cas à travers votre récit, on ressent ce... Je ne sais pas. Ça serait... Enfin, d'abord, les visiteurs, heureusement, ou heureusement ou malheureusement, n'y passent pas une nuit entière. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'un visiteur qui n'a pas de... Et puis, évidemment, j'ai passé cette nuit, et après ou avant, j'ai essayé de lire beaucoup de choses sur cette histoire. Je ne sais pas ce qu'un visiteur qui n'a pas qui ne connaît pas cette histoire retient de ce musée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent incompréhensibles. Par exemple, dans ce cimetière de statues dans la cave, on explique que ces statues n'ont plus leur place dans le musée, mais il n'y a quasiment pas d'éléments explicatifs autres. Donc on ne sait pas ce qui leur vaut, c'est une pareille disgrâce en fait. On ne sait même pas très bien qui ils sont. Il y a des statues par exemple d'un général qui est Émile Storm, qui s'est distingué, si on peut dire, dans l'est du Congo, notamment en décapitant ses victimes. Et il y avait jusqu'au milieu des années 60, d'ailleurs, les crânes de ces victimes se trouvaient dans le musée de Tervuren. Cette histoire-là n'est quasiment pas racontée. Donc, et quand c'est raconté, il faut vraiment aller effectivement sur ces écrans, il faut le chercher, il faut avoir une démarche que la plupart des visiteurs n'ont pas forcément. Donc, je ne sais pas. Mais il faudrait leur demander, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette visite? Alors, c'est vrai que ça, c'est intéressant, c'est que le musée est constamment en train d'évoluer, en fait, parce que j'y suis retourné quand le livre est sorti. Il y avait, par exemple, avec une équipe de la radio belge, etc. Et le musée avait encore changé depuis ma nuit, 2 ans plus tôt. Et donc, ils prennent en compte les critiques, apparemment. Par exemple, ce fameux cimetière de statues, on n'y a plus accès directement. Il faut maintenant en faire la demande. C'est récent, ça date d'il y a quelques mois. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une conséquence du livre, je ne crois pas. Mais... Parce qu'il y a eu d'autres initiatives depuis. Là, il y a une exposition temporaire en ce moment au musée qui s'appelle Rethinking Collections. Donc, il y a tout un travail de recherche de provenance qui est fait sur les objets, les collections. À l'école du Louvre aussi, récemment, il y a une nouvelle formation qui vient d'être lancée de recherche de provenance. Donc, les choses avancent un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Je pense qu'il y a une équipe de chercheurs formidable. Il y a plein de choses qui s'y passent. Ils ont organisé, je crois que Blanchard avait organisé une exposition sur les os humains à Tervuren. Enfin, oui, bien sûr. Et toutes ces questions que je me suis posées, je suis convaincu qu'ils se sont posées bien avant moi. Donc après, il y a... C'est politique, un musée. Hein, donc... c'est une des rares institutions fédérales en Belgique. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Donc c'était aussi ce dispositif était évidemment le fruit d'un compromis éminemment politique. Hein. Et les chercheurs que j'avais rencontrés après, d'ailleurs, ma nuit au musée, me disaient qu'ils avaient été très peu associés, d'ailleurs, aux travaux de restauration. Bon, ça a été plutôt organisé d'en haut, avec les services de communication, mais les chercheurs eux-mêmes, à part peut-être certains, mais n'ont guère été associés à cet exercice. Alors vous décrivez aussi un objet en particulier, le Nkisi Nkondi, qui est un objet sacré et puissant. Vous écrivez, avant d'être emprisonné dans sa vitrine, il était tout puissant. Il pouvait guérir ceux qui faisaient appel à lui, réaliser leurs souhaits les plus chers, les protéger contre les vents mauvais et frapper leurs ennemis. Chaque fer dont il est meurtri correspond à une souffrance ou à une prière. Il possède une âme et renferme aussi un cœur.
Donc vous interrogez la place des objets sacrés dans le musée. Oui, parce que donc c'est une statuette à clous. Hein, vous savez donc, enfin, que chaque clou correspond finalement à des prières, hein, ou à des souffrances. Et ce qui m'a intéressé, c'est que cette statuette se trouvait dans une salle qui s'appelait Un art sans pareil. Et donc là, on est vraiment dans la démarche des beaux-arts. Hein. Donc il y avait juste un petit cartel disant que cette statuette avait été, c'était en anglais, collected by A. Del Comune. Et donc collectée par un certain Alexandre Del Comune, qui était un aventurier qui travaillait pour une maison commerciale néerlandaise et qui, lui a raconté comment il s'est approprié cette statuette. Et il ne s'est pas contenté de la collecter. Hein. Donc le récit est très, très, très parlant. Il raconte qu'il y a eu une révolte des rois de Boma, donc dans l'embouchure du Congo. Il attaque un village, il l'incendie et il se part de cette statue, non pas parce qu'elle a une valeur artistique, esthétique ou scientifique, mais parce qu'il sait qu'elle est puissante, qu'elle défend, elle défend le village. Et je crois même qu'après s'en être emparé, ça va précipiter d'ailleurs la chute des rois de Boma. Ça va avoir un effet politique. Et donc c'est une prise de guerre. Et c'est pour ça que quand j'y suis retourné avec cette équipe de la radio belge, j'ai vu que cette statue n'était plus parmi les autres masques et statuettes africaines, mais mise à l'écart avec un nouveau panneau explicatif où il était précisé, toujours en anglais, qu'elle avait été saisie, ce qui évidemment est un peu plus proche de la réalité. Mais oui, bien sûr, je trouve que c'est fascinant, c'est que même toutes les questions autour des restitutions nous obligent tous, mais et vous avant tout, j'imagine, de se poser la question du sens donné à ces objets qui sont placés dans des très belles vitrines avec un éclairage tamisé. Mais qui évidemment avait une toute autre fonction à l'origine. Et je cite, non, je ne sais pas si je le cite dans le livre, mais je l'avais revu à cette occasion, un très beau film de Chris Marker et d'Alain Resnais, les dieux meurent aussi, ou les statues meurent aussi. Les statues meurent aussi, pardon. Et qui explique bien qu'un objet est mort quand le regard vivant qui s'était posé sur lui a disparu. Donc ça, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est comment permettre que ce regard vivant se pose à nouveau sur tous ces objets. Alors dans les solutions qui sont tentées pour essayer de contrebalancer, d'équilibrer l'histoire de ce musée face aux statues qui sont à la gloire de la colonisation et en partie dissimulées, on a dressé des œuvres d'art contemporain. Mais vous ne semblez pas ne semblez pas trouver que ce soit une solution forcément très parlante ou pertinente. Je ne sais pas. Je me garderai de porter un jugement. Certaines des œuvres que j'ai vues dans le musée sont j'ai trouvé très, très, très impressionnantes. Hein. Le Chéri Simba, qui a ce tableau qui d'ailleurs sert de couverture au livre, hein, qui s'appelle Réorganisation. Il y a aussi un autre artiste qui s'appelle Freddy Tsimba, ça j'ai trouvé ça très beau, et c'est que j'arrive de nuit, je repars au petit matin. La veille au soir, il pleuvait énormément, et quand je pars le matin, il y a un rayon de soleil et qui permet justement à l'œuvre de Freddy Tsimba de se refléter sur un mur, une sorte de mémorial qui commémore les 1500 Belges tombés lors de la conquête du Congo, et ce sont les noms des sept Congolais morts dans ce zoo humain, qui se projettent et qui se mélangent aux morts aux soldats morts de la colonisation. Et donc voilà, il y a plusieurs
il y a plusieurs œuvres comme ça qui sont dispersées dans le musée. Mais c'est pas tant les œuvres elles-mêmes hein, que l'idée qu'on peut contrebalancer. Voilà, parce qu'en fait, leur principal problème, c'était ces fameuses allégories dans la rotonde qu'on ne pouvait pas déplacer. Et donc, dans un premier temps, ils se sont dit, très bien, on va mettre en face une œuvre d'un artiste africain. Donc, la première représente un crâne humain qui fait référence à l'un des crânes des victimes du général Emile Storm. Et il y avait aussi une représentation du continent africain, mais ça n'a pas suffi, évidemment, la polémique a continué. Et donc, dans un deuxième temps, il y a eu effectivement l'idée de mettre ces voiles devant les allégories. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, le voile étant évidemment quelque chose de très, très comment dire, très, très, très ambigu. Le voile à la fois dissimule, mais en même temps sacralise. Hein, le voile de la Vierge, le voile suscite la curiosité. On a envie de voir ce qu'il y a derrière. Le voile, donc le voile, en fait, d'ailleurs, à la fois cache, mais montre en même temps, puisque le système d'éclairage faisait que la statue, en fait, ressortait à travers cette aura un peu grisâtre. Donc voilà, tout ça, à mon sens, démontrait plus un embarras qu'une véritable démarche, une démarche pensée, maîtrisée, artistique ou autre d'ailleurs, ou muséale, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas si une œuvre d'art peut servir d'antidote. Est-ce que c'est sa fonction donc voilà. Donc en tout cas, je trouve que ça a le mérite effectivement de faire poser beaucoup de questions. L'art donc propose aussi un récit ou un autre récit, art plastique ou littérature. Est-ce que vous pensez que, à côté du récit historique, scientifique, la littérature peut avoir un pouvoir de transmission d'une histoire ou d'une mémoire peut-être plus fort ? Je ne sais pas. Enfin, la littérature en général, elle raconte des histoires singulières. Et ça, je pense que ces musées des autres, peut-être gagnerait à justement à aborder ces histoires singulières, à mettre du singulier, à mettre des noms, à mettre. C'est ne pas montrer simplement des objets, mais aussi à s'intéresser à ceux qui les ont fabriqués. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est de la littérature, mais peut-être que effectivement les musées des autres pourraient s'inspirer de ce que fait la littérature pour essayer de raconter aussi des histoires qui ne soient pas simplement voilà, des grandes histoires générales plaquées sur des civilisations. Il y a une salle, par exemple, à mon avis, est absurde, dans ce musée qui s'appelle Rites et coutumes. Donc, comme si on pouvait réduire une civilisation à, je ne sais pas, à quelques cérémonies de naissance, de deuil ou de mariage. Donc, voilà. Donc, plutôt que ces grandes généralités, peut-être que ça serait plus intéressant de raconter des histoires plus singulières et surtout de redonner des visages, de redonner des noms à toutes ces pièces de collection. Alors, dans votre écriture journalistique et littéraire, avez-vous la même démarche ? Parce que vous dites j'enquête, j'espionne, je fouille, je pousse les portes, je vais là où c'est interdit, en référence au personnage de Tintin qui vous a inspiré votre métier de reporter. Est-ce que vous avez la même démarche de recherche ? Parce que manifestement, vous êtes beaucoup documenté aussi pour ce livre. Est-ce que vous distinguez les deux écritures ? Oui, enfin, quand on me demande la différence entre ces deux écritures, j'ai une réponse un peu toute faite, un peu facile peut-être, mais qui consiste à dire que qu'un journaliste, on attend de lui quand même qu'il apporte des réponses. Si vous n'apportez pas de réponse, vous aurez des problèmes au moins avec votre chef de service.
alors qu'un écrivain est plutôt là pour poser des questions, et souvent même des questions qui restent sans réponse. Et c'est souvent même d'ailleurs, un écrivain tourne toujours autour des mêmes questions. Donc non, je pense que c'est assez différent, d'abord dans cette approche-là, et aussi dans l'écriture, dans le déploiement. Donc le journaliste, parce qu'il a une place qui lui est limitée, est constamment d'une certaine manière, il n'échappe pas aux clichés, et il y recourt parce que ça lui fait gagner du temps. Un écrivain, par définition, je pense, doit voir les choses toujours avec un regard d'enfant, comme s'il le voyait pour la première fois. C'est-à-dire, il n'y a rien d'évident. Donc c'est vraiment un regard très différent en ce sens. Donc le journaliste va parler de, je sais pas moi, des grandes généralités, le jeune de banlieue. L'écrivain, a priori, va faire le contraire. Donc il va fuir ces généralités, et au contraire va essayer de comprendre, va essayer d'aller dans l'épaisseur du trait. Alors, dans votre écriture littéraire, vous tournez autour de la mémoire, l'histoire familiale aussi dans vos autres ouvrages, et aussi la grande histoire. On l'a découvert en particulier dans La Cache, qui raconte l'histoire de votre famille et de vos grands-parents en particulier, qui ont été traumatisés par la traque des Juifs et l'extermination pendant la guerre. C'était aussi le travail de votre oncle, l'artiste Christian Boltanski, à qui vous dédiez d'ailleurs le livre King Kassai. Est-ce que pour vous, l'art et la littérature peuvent plus que la recherche, donc pour transmettre une certaine mémoire et par l'émotion peut-être ? Je ne sais pas, une grande question. Non, on a des ambitions plus modestes quand on écrit un livre. Enfin, moi en tout cas, quand on se lance dans l'écriture d'un livre, d'abord on écrit des choses qui vous obsèdent, qui vous questionnent, qui vous travaillent. Je crois que c'est Claude Simon qui dit il faut travailler ce qui vous travaille, voilà ce que font les. Et vous ne dites pas forcément que ça intéresse les autres. D'ailleurs, vous vous demandez même si ça peut intéresser qui que ce soit, à part peut-être vos proches ou éventuellement votre éditeur. Et donc, vous racontez effectivement une histoire singulière, avec cette idée quand même que si vous ne le faites pas, si vous ne racontez pas ça, personne ne le fera à votre place, et que cette histoire finira par tomber dans l'oubli. Donc, enfin, pour moi, une des choses qui me pousse à écrire, c'est en général ça. Je me dis, voilà, cette histoire-là, elle est importante pour moi, et si je ne l'écris pas, peut-être que mes filles en garderont un vague souvenir, mais dans une ou deux générations, évidemment, il ne restera plus rien. Donc, et ça, je trouve ça, enfin, c'est quelque chose qui me donne au moins un sentiment d'une certaine utilité très personnelle, d'avoir pu comme ça préserver une histoire ou en garder une trace dans un livre. Alors pourtant, l'oubli, votre famille a tenté de le faire vivre, puisque vous dites que votre famille refusait la patrimonialisation. Alors évidemment, ça nous interroge ici à l'INP, puisqu'elle ne gardait quasiment aucune trace de sa vie passée, peu d'objets, à part quand même quelques objets de votre grand-père dans un tiroir comme son étoile jaune, ou de faux papiers d'identité et un journal. Pourquoi ce refus de conserver de votre famille ? Je pense que parce que comme ils avaient ils avaient entreaperçu la possibilité de disparaître entièrement, ils ne voulaient pas que les objets leur survivent, je pense. Je pense qu'il y avait cette idée-là que il fallait. Mais en revanche, ils ont laissé non pas des objets, mais des mots, quoi, parce que ma grand-mère a écrit beaucoup de romans sur sa vie. Mon père, lui, a écrit de la poésie. Christian a beaucoup utilisé effectivement l'histoire familiale dans son travail, tout en le mélangeant d'ailleurs avec des anonymes. Mais effectivement, c'est une famille où il y a quasiment pas de photos. C'est ce qui est étrange. Les rares photos disponibles, Christian les a utilisées dans ses propres œuvres. Donc, et il n'y a pas du tout effectivement cette idée enfin, il y avait
presque une méfiance à l'égard des objets. Oui. Donc dans la cache, moi, je me déplace dans cette maison et donc à chaque fois, j'essayais de me souvenir des objets qu'elle renfermait. Donc, mais des objets qui aujourd'hui, pour la plupart, ont disparu. Oui. Et vous, personnellement, votre rapport à l'archive, à la trace, quel est-il ? Peut-être à cause de ça, effectivement, moi, je suis assez attentif à garder les archives. Oui. Et d'ailleurs, je prends un certain plaisir à aller dans les archives, des archives départementales ou nationales. Mais oui, j'aime bien les archives. Et ma sœur est devenue historienne également. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être pas totalement étranger à cette histoire. Je vais vous remercier beaucoup. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions aussi de la part du public. Merci beaucoup d'avoir répondu aux miennes. Beaucoup. Merci. Je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette conférence. Et j'avais aussi une question concernant les archives. Comment elles interagissent dans votre processus d'écriture ? Sont-elles en amont, pendant, après ? Quel est votre rapport à l'objet, à la manière dont vous allez dans les services d'archives ? Comment vous concevez tout ça ? C'est une archiviste. Par exemple, à Tervuren, c'était plutôt après. J'ai passé cette nuit dans ce musée, j'ai noté tout au long de la nuit des choses, des idées, et après ça, j'ai essayé de faire des recherches pour essayer de comprendre et de faire un peu l'archéologie de tout ce que j'avais pu voir. Mais là, par exemple, j'essaye d'écrire un livre sur une partie de ma famille que je connais pas ou très peu. Il reste quasiment pas de traces. Je trouve fascinant d'abord le fait qu'il y ait toujours des traces du passage presque toujours d'un être humain sur la Terre. Il reste des traces, même des traces en creux, des traces qui témoignent plus d'une absence que d'une présence. Mais il reste toujours des traces. Et d'essayer après, avec ces traces, d'écrire quelque chose, d'en faire un texte, ça c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. Après, quand on fait des vraies recherches d'archives, je ne dois pas être un très bon archiviste, c'est assez frustrant. Parce que comme je m'intéresse là par exemple à des gens qui sont ordinaires, voilà, c'est effrayant de voir combien les archives sont extrêmement fragiles. Là, il s'agit par exemple d'une institutrice. Son dossier de carrière, elle a été dans deux départements différents. A disparu. D'abord, je crois que c'est parce que le premier dans le Calvados, à cause du 6 juin 1944, je crois que les archives ont brûlé, en partie brûlé. Et puis dans son autre département en Seine-et-Marne, ça je ne sais pas pourquoi peut-être que ça n'a jamais été dépouillé, ou enfin bref, j'aimerais bien discuter avec vous si jamais j'ai des problèmes d'archivage, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention et merci pour ce livre. Alors moi j'avais une question de la part d'une copine de l'INP qui n'a pas pu être là ce soir, qui se demandait quels avaient été les retours des équipes du musée après la publication de Kinshasa. Et moi je voulais savoir si vous aviez eu peur peut-être pendant cette nuit. Alors peur d'être dans ce musée ou alors peur de peut-être pas réussir à écrire ce livre, parce que j'imagine qu'il y a aussi une certaine forme de pression. C'est une nuit et après c'est un livre, donc voilà. Merci. Merci. Alors
peur, j'ai eu peur une fois dans le musée parce que j'étais donc assis sur mon lit picot face à mon éléphant, et là j'ai entendu une voix. Donc j'ai entendu très distinctement quelqu'un dire « A lot of people died ». C'était une voix d'enfant. Et là je me suis dit « Oula, là je pense que je suis resté trop longtemps ». Et en fait je me suis rendu compte que il y avait dans ce musée, j'ai dit que tout était plongé dans l'obscurité, c'est vrai, mais il y avait certaines choses qui étaient encore, où il y avait encore qui continuaient à fonctionner. Et notamment, il y avait un film qui tournait en boucle toutes les demi-heures dans une petite salle, et c'était la voix qui venait justement de ce film que j'avais entendu. Donc, mais peur, oui, c'est vrai que le musée est vraiment, je pense, était fait pour faire peur parce que le musée colonial reposait sur des systèmes d'opposition très binaires, hein, donc opposant la sauvagerie à la civilisation, la lumière aux ténèbres. Donc il fallait que la sauvagerie soit très sauvage pour que la civilisation soit très voilà, très grande, et puissante, et donc c'était fait pour faire peur, je pense. Il y a beaucoup de choses, même si ça a été beaucoup adouci lors de la restauration. Tous les animaux étaient effectivement naturalisés dans des postures très violentes. On voit un léopard qui est en train de dévorer une antilope. Enfin, il y a du sang qui gicle quasiment du cou de l'animal. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, donc qui sont effectivement, j'imagine, qui sont assez, oui, très violentes. Et pour l'autre question. Et sur oui, pardon. Mais en fait, alors la réception, il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'étais dans un festival du livre, ça s'appelle Passaporta à Bruxelles, et à la fin de la rencontre, il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit voilà, on est des chercheurs de Tervuren, on a apprécié votre livre, mais il fait quand même débat au sein du musée, mais on serait heureux de vous faire venir. Mais pour l'instant, je n'ai pas été invité au musée, mais le livre se trouve à la librairie du musée, ce qui est déjà en soi une forme de... Enfin, ça prouve que il n'a pas fait l'objet d'une censure, et ça, c'est plutôt positif. Sinon, il m'est arrivé d'autres choses à ça c'était assez étrange, c'est que j'ai changé le nom de la famille du chevalier, du chasseur, parce que je ne voulais pas stigmatiser une famille plus qu'une autre. Hein. À la fois, elle est très représentative, mais elle n'est évidemment pas la seule famille à avoir participé à cette entreprise. Donc, j'avais fait une rencontre dans une librairie à Bruxelles, et le soir même de la rencontre, je me suis aperçu qu'il y avait, donc ce sont des chevaliers, hein, qu'il y avait dans la salle 2 chevaliers de cette famille qui étaient là et qui eux-mêmes ne se connaissaient pas. C'est une grande famille. Et je craignais un peu, et qui évidemment avaient reconnu leur ancêtre. Donc je craignais un peu leur réaction, mais en fait, ils m'ont dit, voilà, effectivement, vous avez pris quelques libertés, mais dans l'ensemble, c'est assez honnête. Donc ils étaient très courtois. Et le lendemain, j'étais à Namur, cette fois-ci, dans une autre librairie. Et là, il y avait un couple qui était assis au premier rang. Et c'est l'homme qui prend la parole en me disant, écoutez, un couple, lui était blanc, elle était noire, lui prend la parole et dit, écoutez, ma femme est trop émue pour vous parler, mais le chasseur dont vous faites état dans ce livre, c'est son père. Et effectivement, donc après on a parlé, on est devenus amis, et elle m'a raconté son histoire de ce chevalier qui était marié, son épouse
au bout d'un an, repart à Bruxelles, mais qui s'est mise en ménage avec une Congolaise et lui a fait 8 enfants. Voilà, qui n'a pas reconnu. Et c'était l'une de ses enfants qui se trouvait dans la salle. Ce qui était très, 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 très bouleversant, en fait. Et on est resté très proches. Donc, on s'échange assez régulièrement à propos de tout. Donc, donc voilà, quand vous écrivez un livre, effectivement, il y a toujours beaucoup de choses que vous apprenez après que le livre ait été publié, et c'est le cas à nouveau. Donc, merci beaucoup pour votre intervention et de présentation de votre ouvrage de cette nuit au musée. Vous avez évoqué la statue Nkessine Kondi, spoliée par Alexandre Delcommune au chef Nekouko. Je me demandais si vous étiez aussi intéressé à des objets plutôt peut-être de résistance, qui montrent aussi la réaction qu'ont pu avoir les populations, non pas simplement en tant que victimes, mais aussi en tant qu'actrices face au pouvoir colonial. Je pense par exemple aux statues de Jinda, des Pendé, ou ce genre d'autres objets qui habitent le musée également. Alors, je pense d'abord la résistance, elle est d'abord à propos de ce Nkessine Kondi, la résistance, elle s'est manifestée très vite. Dès l'indépendance, des Congolais de la région de Boma ont réclamé le retour de cette statuette à clous. Donc, je ne sais pas à quel objet vous faites référence. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Des types d'objets en général qui manifestent des résistances face au pouvoir colonial. Et par exemple, au Méditerranée, il y a les Jinda du peuple Pendé, qui sont des statues utilisées par une secte qui a mené des révoltes en fait dans les années 30. Il y a eu des révoltes constantes. Enfin, il y a eu effectivement une révolte dans les années 30, mais est-ce que c'est celle de la force publique à laquelle vous faites référence ? Il y a eu des révoltes très très nombreuses, mais dont, à ma connaissance, je n'ai pas eu le souvenir que ces révoltes soient mentionnées, ou même, alors peut-être vraiment très très brièvement, dans le musée. Cette histoire-là n'est pas vraiment racontée, je ne crois pas, à Interview-Rennes. Mais peut-être que je suis passé à côté, mais je ne l'ai pas vu. Non, c'est un peu la question de savoir s'il y avait une place pour cette histoire-là dans le musée. Non, cette histoire est, à mon avis, en grande partie édulcorée, oui. Elle est passée... non, elle n'est pas du tout racontée, non. L'histoire même de Delcommune ne l'était pas. Donc, vous n'avez en gros des objets, et quand il y a un nom, c'est presque tout le temps le nom de son donateur. Et c'est tout. Mais ce qui est très troublant, c'est que tous ces, par exemple, de très nombreux militaires, comme par exemple Émile Storm, ou Léon Rome, ou Fiévez, qui ont, parce que ça a été ensuite, il y a tous des travaux historiques qui ont montré, les exactions qu'ils avaient commises, qui étaient très nombreuses, étaient aussi des donateurs du musée. Pas simplement de restes humains, mais aussi de masques, de statuettes. C'était pour eux, évidemment, je ne pense pas qu'il s'agissait d'une démarche scientifique de leur part, mais ça leur permettait, c'était valorisant, ça leur permettait de faire partie de sociétés savantes. Et c'est aussi tous ces animaux, par exemple, ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Il y a à peu près 10 millions de spécimens animaux qui sont conservés dans les caves de Tervuren. Alors évidemment, il ne s'agit pas de 10 millions de girafes ou d'éléphants. Il y a, je crois, à peu près 6 millions d'insectes. Mais vous avez aussi 10 000 primates, vous avez 1 million de poissons. Enfin, c'est des quantités absolument astronomiques.
il y a 180 000 objets ethnographiques, par exemple. Donc on n'est pas dans une démarche, à mon sens, de collecte scientifique. On est dans quelque chose d'autre. On est plus dans une logique presque extractive, où on amasse. Et ça aussi, je ne sais pas si c'est évidemment une question qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, mais ça pose question. Comment un musée peut-il même gérer des quantités aussi astronomiques? Comment fait-on pour entretenir 180 000 objets ethnographiques? Je ne suis pas sûr qu'on en soit capable. Donc ça, quand il y a tous ces débats sur la restitution, je pense que c'est bien d'avoir ces chiffres en tête, qui évidemment relativisent sérieusement la peur qu'on a immédiatement de se dire que nos musées seront vides. Voilà, avant que Tervuren soit vide, je pense qu'il va se passer pas mal de temps. Bonjour monsieur, je me demandais tout simplement comment s'était passée l'écriture de ce livre. J'imagine que ça devait être une grande charge aussi émotionnelle, mentale. Voilà, si vous l'aviez écrit d'un coup, ou enfin comment ça s'était passé? Oui, en fait, oui. C'est vrai que c'était assez lourd comme écriture. Alors, j'avais essayé de raconter ça comme un voyage, hein, c'est ce qu'on a dit, parce que d'abord, c'est un peu ce que ces musées-là, ces musées des autres proposent. Hein. Je crois que quand le Quai Branly avait ouvert en 2004, on avait distribué, je crois, aux visiteurs une sorte de cahier de voyage pour que les visiteurs puissent noter leurs impressions. Et donc, j'avais voulu finalement prendre le musée au mot, hein, donc et au début, le voyage était un peu plus léger. Je m'autorise même peut-être, j'espère, même quelques traits d'humour, mais plus je rentrais dans les profondeurs de ce musée, j'avais le sentiment vraiment un peu que c'était vraiment comme les 9 cercles de l'enfer de Dante. Vous voyez, comme dans la Divine Comédie, ça devenait le sujet devenait de plus en plus dur, et l'écriture aussi, oui. Mais jusqu'au moment où effectivement on arrive dans cette petite salle qui a été cet espace qui a été réservé très étroit à toute cette histoire coloniale notamment. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez cité le terme de restitution et je voulais vous interroger parce qu'on a eu il n'y a pas longtemps une intervention et une présentation des 3 lois cadres de restitution, dont 2 ont déjà été adoptées, la 3e étant un projet de loi qui prévoit dans les conditions de recevabilité justement d'examen et de restitution potentielle au pays l'obligation d'exposition publique de ces objets qui seraient restitués. Et je voulais avoir votre sentiment sur cette position actuellement défendue dans le projet. Écoutez, je ne sais pas. C'est pas évident, en fait, dans la mesure où, si on prend le Nkizine Kondi, par exemple, où est sa place? Est-ce qu'elle est dans un musée ou est-ce qu'elle est dans son village d'origine? Quelle fonction aura-t-il? Donc, est-ce qu'il va retrouver sa fonction d'origine? Toutes ces questions, je pense, méritent d'être posées, en tout cas. Je ne sais pas s'il faut un cadre aussi rigide. Peut-être que dans certains cas, on peut se poser la question que, par exemple, les restes humains, on va pas demander à ce que ces restes soient exposés. Donc, des objets personnels d'une famille royale, du Dahomey, je ne sais pas, où ces objets doivent-ils être finalement, doivent-ils aboutir?
Je ne sais pas. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, en fait. Mais je trouve que chaque objet, finalement, doit être pris dans sa singularité et dans son histoire propre. C'est la difficulté et l'enjeu des lois cadres, justement pour éviter de faire passer. Mais c'est vrai que, donc pour répondre sur les restes humains, la destination qui a été adoptée, c'est à vocation funéraire. On nous a expliqué qu'il y avait eu un gros débat entre funéraire et mémoriel, et que finalement c'est funéraire qui a été acté dans la loi. Et pour ce qui est donc de ces autres restitutions, moi à titre personnel, ça me questionne beaucoup en fait, parce que vous l'avez dit, notamment cette statuette congolaise, elle a été prise comme tribut, comme butin de guerre, précisément parce qu'elle avait une valeur symbolique et politique. Et elle se retrouve désinvestie de cette valeur primordiale pour en faire un objet esthétique dans un musée occidental. Et en l'occurrence, bon là on parle de la Belgique, mais la loi cadre française, si elle accueille une demande de restitution de la part du Congo, ne l'examinera que si le projet du Congo est de la rendre publique. Ce qui est parfois un peu contradictoire avec la vocation et la fonction initiale des objets. Donc, enfin voilà, moi je vous partage cette interrogation parce qu'elle me questionne beaucoup, même si j'entends la nécessité et je salue la volonté d'inscrire un cadre dans la loi et de mettre ces sujets en réalité sur la table, parce que c'est indispensable, et notamment dans le cadre de la décolonisation de nos institutions culturelles. Donc, Et je ne sais pas dans quel, par exemple, depuis cette résolution de l'UNESCO de 1970, des restitutions, il y en a eu des dizaines et des dizaines de milliers. Donc c'est pas non plus quelque chose de... Dans quel cadre ça s'est fait? Je crois que les États-Unis ont restitué, je crois, à peu près 20 000 ou 30 000 objets depuis les années 70. Est-ce que ça s'est fait dans un cadre aussi rigide? Je ne sais pas. Alors, je pense pas, mais voilà, la singularité de la France, c'est que les collections sont inaliénables, les collections publiques. Donc, en fait, il faut vraiment... c'est très protégé et ça implique toute une procédure. Non, tout à fait. Voilà. Ce que n'ont pas les États-Unis. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question portait sur... je voulais savoir si dans votre nuit au musée, vous avez eu accès aux réserves de ce musée, parce que justement, vous parliez des 180 000 objets qui sont conservés, et la très grande majorité sont dans les réserves, et c'est à la fois, pour continuer sur la question d'Emilia, c'est un endroit où on met les objets parfois par respect parce qu'ils ne doivent pas être exposés, plus être exposés. C'est aussi un peu comme les statues qu'on voit, là, un endroit où on peut cacher des objets qu'on ne voudrait pas forcément exposer pour pas qu'ils ne fassent l'objet de restitution. C'est des enjeux complexes, les réserves très importantes pour nous. Et donc je me demandais si vous aviez pu voir cet endroit un peu invisible du musée. Non, malheureusement, non. J'avais pu accéder aux archives 10 ans plus tôt, mais qui étaient uniquement les archives minières. Mais non, et là j'étais simplement dans l'enceinte du musée, comme si j'avais été un visiteur, mais j'étais seul. En revanche, j'ai pu voir des photos. Quelqu'un qui avait fait, je sais pas comment, un travail photographique sur notamment les kilomètres de réserve où s'entassent les animaux. Et c'était absolument terrifiant. Parce que c'est des centaines et des centaines de cornes d'antilopes comme ça qui sont alignées. Enfin, il y a quelque chose d'absolument dantesque, quoi. Donc, non, j'aurais été très, très, très intéressé de pouvoir y aller. J'aurais un peu, avec ma petite lampe torche, j'en aurais pas mené large, mais ça aurait été quelque chose d'absolument incroyable, j'en suis sûr. Y a-t-il d'autres questions? Oui, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué l'écriture littéraire et la singularité que permet l'écriture comme une solution non muséale, enfin quelque chose que le musée apporte peu et pourrait apporter plus. Il y a évidemment, on pense à l'exemple du musée de l'immigration qui a
qui fait des tentatives en ce sens, qui tente de mettre des noms, qui tente de restituer des parcours migratoires, etc., des parcours biographiques. Quel est votre regard sur ces tentatives-là, sur ce musée en particulier? Mais moi, je trouve ça très bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment un musée très intéressant et qui fait des expositions passionnantes. Il y a le cadre du musée qui a, pour l'instant, été peu, peut-être que je me trompe, hein, mais qui a été peu abordé, en fait, d'une certaine manière. Ces immenses fresques coloniales, la statue du capitaine Marchand sur la place. Enfin, tout ça mériterait, je ne sais pas comment, mais mériterait d'être intégré finalement dans le parcours du musée. On peut pas, voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ça, je pense qu'ils sont eux-mêmes conscients, hein, de cette difficulté. Mais que c'est peut-être ça va être aussi quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Enfin, c'est qu'il y a toute l'imagerie coloniale est déployée à la fois dans le musée et à l'extérieur de ce musée. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me demandais si, avant ou après votre nuit dans le musée, vous aviez discuté avec des visiteurs pour savoir ce qu'ils pensaient du musée, comment ils percevaient la chose, ou si vous vous étiez concentré sur votre propre ressenti pour l'écriture du livre. En fait, j'aurais peut-être dû, mais non. D'abord, j'étais vraiment seul. Je ne m'attendais pas à être totalement seul, bizarrement. Je m'attendais à peut-être croiser des gardiens, des personnels d'entretien. Enfin, et je n'ai vu absolument personne de 10h du soir à quelle heure, 8h, 9h du matin. Donc, je suis parti effectivement avant l'arrivée des premiers visiteurs. Je m'attendais à être réveillé, vous savez, comme dans l'oreille cassée par le gardien en train de chanter Toréador, prends garde. Et en fait, non. Donc, le seul être vivant que j'ai vu pendant toute la nuit, il y avait un aquarium qui rassemblait des petits poissons, mais tout petits poissons en provenance du lac de Tanganyika. Il y avait un petit poisson-chat comme ça qui bougeait. C'était le seul être avec qui j'ai eu une petite interaction durant cette nuit. Alors moi j'ai une question aussi. Si on vous refaisait cette proposition de passer la nuit dans un musée, où aimeriez-vous aller? Oseriez-vous recommencer l'expérience? Je sais pas. Non. J'admire beaucoup Yakuta Alexandrovitch. Je retiens toujours du mal à retenir son nom, qui a passé la nuit au Louvre. Parce que c'est tellement énorme que d'affronter une chose pareille. Je suis pas sûr que j'en serais capable. Non, je ne sais pas. Si je pouvais, peut-être à nouveau, Hauteville House, c'est un lieu vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc le lieu d'exil de Victor Hugo. Il a construit une partie des meubles, donc avec toutes sortes de cachettes, de recoins. Il y a aussi tout un système d'éclairage qui lui permettait de surveiller tout ce qui se passait dans la maison. Il était quand même très fou. Il y avait évidemment... Voilà, il voyait la côte française depuis la fenêtre de son bureau. Il écrivait debout sur un pupitre. Enfin, la maison est très impressionnante. Il ne faisait pas tourner les tables. Hein. Je crois que c'était plutôt à Jersey qu'il faisait ça. Il n'a pas fait à Guernsey, mais malgré tout, les revenants étaient pas loin. Donc ça, oui, je pense que ça m'intéresserait d'y passer la nuit. Est-ce que vous avez lu les livres des autres auteurs de la collection ? J'ai lu le Lola Lafont, qui est formidable, sur la maison Anne Frank. J'ai lu le très très beau livre de Lydie Salver, où elle est au musée Picasso, mais il y a une exposition Picasso-Giacometti. Elle est face aux marcheurs de Giacometti. J'ai lu, il y a un livre, je trouve très bien aussi, de Diane Mazloum sur le musée national à Beyrouth, qui est un lieu assez incroyable, hein, qui est au début de la rue de Damas et qui était sur la ligne de front, vraiment entre l'Est et l'Ouest. Donc, qu'est-ce que j'ai lu d'autre et le livre de Yakuta,
je n'arrive pas à retenir son nom de famille, je suis désolé, j'ai honte, parce qu'elle raconte dans ce livre qu'elle allait avec son père assez régulièrement au Louvre, et à chaque fois, il passait devant la Joconde, et son père, en sortant, lui demandait, avec un petit air comme ça, un petit sourire, et toi, tu t'y prendrais comment pour voler la Joconde? Voilà, donc tout le livre part de cette anecdote, mais qui n'est loin d'être anecdotique. Et c'est un très très beau livre également. S'il n'y a plus de questions, on va vous remercier beaucoup pour merci beaucoup. Votre intervention. C'était une carte blanche de l'INP. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la médiathèque numérique de l'Institut national du patrimoine, médiathèque-numérique.inp.fr.